Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de débugage du programme Martingale Forex dont j'effectue des backtests et je constate certains dysfonctionnements et c'est pour ça que j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc par exemple ici il a pris 3 positions, première position ça paraît correct, il a gagné 20 pips, deuxième position il gagne 10 pips, mais la troisième position est vraiment très bizarre. Observez bien, il prend une position donc le 9 juillet à 23h54. Non, c'est la clôture, ça. Il la prend le 24 juin, il la clôture le 9 juillet. Ça fait quand même beaucoup de temps. Et puis quand on regarde la courbe, vous voyez, ça commence ici. Là. Hop. La réticule disparaît dès qu'on est au-dessus, c'est bizarre. Ici, et puis on retrouve la clôture ici à la fin. Sauf que regardez entre-temps, il y avait beaucoup de positions, il aurait pu clôturer. Ici, par exemple, il aurait pu clôturer sur ce gap d'ouverture de lundi, c'était lundi 26, je crois, c'est ça. Non, le 29. Lundi 29, il y avait un gap baissier, il aurait très bien pu clôturer ici. Et malgré tout, il tient la position, il la continue. Je rappelle que ce robot possède un try start, un try stop de 19 points. Donc normalement, on aurait dû clôturer vers ici quand ça remonte ici de plus de 19 points. Là, le plus bas, on le trouve ici. Hop. Ici à 0,975. Si on enlève 20, ça fait, il aurait dû clôturer à 0,950. J'ai du mal à voir. Alors, attendez que je refasse le truc. Le plus bas est ici à 0,975. Il aurait dû clôturer à 0,995. Je me suis trompé, j'ai fait un vert ici. Voilà. Permettant un gain de plusieurs centaines de pips. Hein. Une centaine de pips plutôt. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir pourquoi ça ne fonctionne pas correctement. Donc on va utiliser Martingale Forex. Alors moi je connais déjà la raison. Hein. L'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment la trouver. Donc vous voyez, je me suis mis directement dans Manage Stop Loss parce que c'est un problème de Trace Stop. Et on va essayer de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc il faut toujours rebuilder la solution avant de faire un débugage sur FX Pro. Voilà, on attache le processus. On attache tout process, voilà. Et on peut commencer. On débute. Le point d'arrêt est atteint. Donc, on est sur un achat. Le prix n'a pas été modifié. Donc, on va attendre. Alors, le premier, c'était bon. C'est sur le troisième. Le troisième, c'était quoi? C'était un achat ou une vente? C'était une vente. Donc, on va mettre notre stop loss sur la vente. Voilà, c'est là. Donc, comme ça, en espérant que ce soit bon. Le mieux c'est qu'on vérifie parce que sinon on va perdre du temps. Alors on revient ici, backtest, on refait, on est là. Donc hop, on mettra en vente pour bien voir les choses. Ici, il a acheté, il n'y en a qu'un seul qui ne marche pas, c'est la vente et c'est le dernier. Donc on revient ici, notre point est bien positionné. Donc, et on y va. Voilà, donc il définit un nouveau stop loss. Ok. Alors, est-ce que le nouveau stop loss est là? Ça marche pas. Le nouveau stop loss est à 1,1178. Et notre stop loss actuel, voilà, on trouve l'erreur tout de suite. Position.stop loss égale nul.
Donc c'est ça qui ne va pas. Il calcule en fait une différence entre le nouveau stop loss et l'ancien stop loss, sauf que l'ancien stop loss est à 0. Donc il calcule une valeur qui est fausse, hein, qui va être donc nouveau stop loss 1,1178 multiplié par facteur qui est moins 1, ça va donner un nombre négatif, alors qu'en fait si le stop loss était bien positionné, ça donnera un nombre positif. Donc le problème, soit c'est au niveau de la création de l'ordre, donc execute order, on va vérifier. Donc ça serait ici le problème, on va faire un test, si c'est ça ou pas. Donc on va enlever celui-ci. Et on va recommencer. Voilà. Donc on teste, on crée la position et vérifier si le stop loss est bien placé. Donc on va voir ça directement dans les résultats. Vous voyez comment on peut, avec Visual Studio, accéder directement aux variables, aux structures, rentrer dans les structures. Donc l'entry time est bon. Le stop loss est ici, il est bon. 1,11,509 qui correspond donc à 27 points. Donc là, au-dessus de ce prix d'entrée. Donc 77 plus au-dessus. Non, en dessous. Je n'arrive jamais à me retrouver. Au-dessus, c'est une vente. Non, là c'était le premier, donc c'est un achat. Bon, il faut qu'on accède au troisième. Donc c'est un achat, donc c'est en dessous. Donc on fait 20 points en dessous, donc ça fait 57. Non, c'est ça. Non, 27 points en dessous, donc ça fait 50. C'est exactement ça. Donc là, la méthode execute order fait bien son travail. On retourne dans stop loss, on se met dans la position de vente et on relance le programme. Voilà, nouveau stop loss. Vous voyez, on a position point stop loss qui a un nouveau annule. Donc, on va tester, parce que le seul qui modifie la position, c'est lui. On va plutôt tester ici. Donc, il y a 3 positions en tout. Donc, c'est la troisième. Il faudra qu'on le lance 3 fois. Donc, première fois. Est-ce que position... Là, la position est correcte. On le lance une deuxième fois. Il est encore correct. On le lance une troisième fois. Correct. Quatrième fois. Correct. Donc là, on va mettre une condition. Ça ira plus vite. Condition. Donc, c'est position point stop loss égale nul. Tiens, il ne l'a pas fait. Condition. J'ai peut-être pas validé. Position point stop loss égale nul. Ah, je crois qu'on ne doit pas mettre égal en fait. Ici, il faut mettre égal, peut-être c'est ça le problème. Non, c'est bien ça, c'est égal, c'est logique. Et il n'atteint jamais ce point. Bon, c'est peut-être égal 0. Comment on va faire? Donc on va d'abord aller ici. On va lancer. Voilà, on vérifie si notre stop loss est nul. Oui, il est déjà nul. Ouais. Même ici, c'est que il le modifie. Donc, on va revenir là. Position point stop loss, là il est bon. 1,
Il est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, mais il va le modifier plein de fois, ça. Il faudrait qu'en fait on n'ait qu'une seule position qui soit pas bonne, parce qu'on est sûr de tomber dessus. À mon avis, c'est modifié lorsqu'on rentre pas dans cette boucle-là. À mon avis, c'est ici. New stop loss, il doit rentrer dans la boucle lorsque c'est égal à 0. Si par exemple, on n'a pas fait d'achat, disons, on a fait un achat ou une vente, mais le nouveau stop loss n'est pas modifié, ici on devrait mettre, en fait, si ces deux conditions ne sont pas vérifiées, en fait, new stop loss reste à 0. Et là, donc, on a 0 moins le stop loss, multiplié par le facteur. Donc si c'est un achat, on aura moins quelque chose, ça ne sera jamais positif. Si c'est une vente, on aura moins quelque chose fois moins, ça sera toujours positif. En cas de vente, ça sera toujours positif. C'est ça. En cas de vente, 0. Non, le 0 il est de ce côté, j'inverse. Donc ce nombre, moins 0, sera toujours positif, fois moins 1. Donc cette condition ne sera jamais remplie en cas de vente. En cas d'achat, on aura 0 ici, positif fois 1, ça sera toujours vrai. Donc c'est pour ça que le stop loss, le try stop fonctionne dans les achats et ne fonctionne pas dans les ventes. C'est parce que celui-ci passe à 0 et le problème est ici. Donc en fait ici, il faut modifier. Alors je ne suis pas très clair dans mes explications, mais on voit bien que le problème il vient des cas où le nouveau stop loss est modifié, c'est-à-dire il est modifié ici avec une valeur 0. Donc ça passe le stop loss à 0. À nul ou 0, c'est pareil. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets une très grande valeur, 10 000 par exemple, puisque sur Forex, les prix n'arrivent jamais à 10 000, hein, c'est entre 1 et, on va dire, entre 0,5. Je ne connais pas vraiment le plus petit rapport entre deux monnaies, mais c'est très proche de 1, 1,6 par exemple pour GBP, ça ne dépasse pas 2, enfin je crois pas, il faudrait que je vérifie ça, mais ce serait bien de connaître le rapport minimum et le rapport maximum de toutes les monnaies. Facile à voir, je vérifierai ça pour la prochaine fois. Donc là je mets 10 000, mais 10 aurait suffi, et je multiplie par, si c'est un achat, je multiplie par moins 1, et si c'est une vente, je multiplie par 1. Alors pourquoi? C'est parce que si c'est un achat, il faut que il faut pas que ce soit modifié, donc on va mettre le stop loss au minimum. Tandis que si c'est une vente, on va mettre le stop loss au maximum. Comme ça, on est sûr que cette instruction ne sera jamais vérifiée dans le cas où le nouveau stop loss n'est pas une valeur correcte proche du prix. Voilà. Donc on fait ça, on rebuild et on regarde le résultat au niveau du backtest. On va se mettre en mode visuel pour bien voir la différence. Donc déjà, vous voyez, la courbe, il prend beaucoup plus de position. Bon, il est en perte, mais au moins, il nous donne des résultats. On va essayer de voir les résultats un par un. Donc là, premier cas. On va se mettre plus grand pour mieux voir. Voilà, premier cas. Et là, on peut visualiser les cas. Donc là, il a fait un achat. Et on voit bien que le stop loss agit. Le try start aussi. Donc là, sur les pertes, normalement, il doit être à 27. Voilà, on
Bon, là, il y a un léger slippage de 0,7. Là, c'est intéressant de voir les slippages. Là, slippage de 0,4, slippage de 0,8, slippage de 0,1, slippage de 0,7, pas de slippage, slippage de 0,9. Donc, on a un slippage, on va dire, en moyenne de 0,8. Slippage toujours négatif de 0,4. Pour l'instant, j'ai pas eu de slippage positif. Hein. Moins 0,8, moins 0,3. Moins 0,4. Ouais, les slippages sont systématiquement négatifs. Donc ça veut dire que lorsqu'on a un slippage positif, il nous clôture au prix exact de 27 pips, comme demandé, et il empoche la différence. Là par exemple, on a moins 27, exactement, il n'y a aucun slippage. Donc on peut deviner qu'il y a eu un slippage positif dont il ne nous a pas fait bénéficier. Voilà, on voit qu'en fait ça a peut-être été clôturé sur la hausse. Non, ça ne peut pas être clôturé sur la hausse, nécessairement sur la baisse. Bon, voilà. Voilà. Donc on a trouvé le bug et grâce à Visual Studio, on a pu vérifier nos programmes. On va quand même faire un petit test pour l'orgueil. On va quand même lui demander de nous donner des résultats sur un temps plus long. Est-ce que c'est positif ou négatif? Ah, il a besoin de charger les données. Bon, on va le laisser travailler en parallèle. Voilà. Et voilà, donc on a montré là comment faire le débogage d'un programme. Voilà. Bon, la vidéo, désolé pour les résultats, on va réduire un peu, je vais couper et relancer après, comme ça durera moins longtemps. Voilà, donc j'ai refait le test sur une période un peu plus grande, et on trouve plus 11%. Ce qui est intéressant. Alors, ce robot, il est open source, donc n'importe qui peut le télécharger sur GitHub. Je rappelle son fonctionnement, c'est une martingale sur les gains, avec à chaque fois un renforcement des positions. On le voit ici, on va se mettre par heure d'entrée. Voilà, 22 juin. Non, c'est dans l'autre sens. Donc là, le 21 mai, il prend un premier volume de 3,42. Au bout d'un pas de 11 pips, donc on peut le voir sur le prix d'entrée. Là, on est rentré à 42. 42 plus 11. Non, la martingale n'a pas agi ici. Ah oui, c'est normal, parce qu'ici, j'ai mis max order égale 1. Donc en fait, on prend qu'un seul ordre. Donc ici, la grille ne joue pas. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on a une grille. On définit un nombre maximum d'ordres, par exemple 10, ça fait beaucoup, on va dire 5, et il va prendre de nouveaux ordres tous les 11 pips de gain. Donc au bout de 11 pips de gain, il prend un nouvel ordre, et il augmente le volume. Là en fait, ce qu'on voit, l'augmentation du volume, ça vient du fait que sur le premier, alors normalement il n'y aurait pas dû le faire, ça aurait dû être inférieur, ah mais c'est le cas, 3,39. Vu qu'on a eu une perte, le capital a diminué, donc le nouvel ordre est pris sur un volume plus petit. C'est le money management qui agit. Et quand on a un gain, par contre, ça augmente. Vous voyez, là, notre gain nous permet de prendre des volumes plus grands. Et plus on augmente en gain, donc c'est vers le bas, voilà, ici, par exemple, on a pas mal de gains. Vous voyez, les volumes augmentent à chaque fois. Ensuite, le principe d'entrée, j'ai utilisé un truc simple. On regarde, j'ai utilisé un indicateur qui est sur CTDL qui s'appelle, alors il s'appelle Tendency, Candlestick Tendency. Je l'ai réécrit pour le rendre plus adapté à mon programme. Donc j'ai créé à partir du premier, j'en ai créé un que j'ai appelé Candlestick Tendency 2. On le voit agir ici. En fait, il regarde la bougie horaire précédente. Donc c'est ici, Global Time Frame égale 1 heure. Si elle est haussière, il ne prend que des ordres à l'achat. Et si elle est baissière, il ne prend que des ordres à la vente. À condition que le trend local soit haussier ou baissier respectivement.
Là par contre, je trouve qu'il me prend une position un peu dans le vide. Je me demande si ces résultats sont réels. Et puis on va regarder ici. Là il a l'air réel, mais là, ou alors il l'a pris sur les plus hauts, plus bas. C'est possible aussi. Le problème avec les backtests, on ne sait jamais s'ils sont corrects ou pas. Il faut faire fonctionner. Bon, là, ils paraissent corrects. Donc là, bon, on va vérifier. Hein. Là, il a pris un ordre de vente. Le cours a monté. Si on regarde ici, oui, on voit bien le rouge. Le rouge, c'est le global qui est en bas. Le vert, c'est le local qui est en bas. Donc, il est dans les conditions d'une vente. Il a vendu, mais le cours a monté. Voilà. Après, on peut affiner ici. On peut affiner avec le seuil. Dire que si la bougie globale est inférieure à un certain seuil, on ne prend pas de position. Ça permet d'affiner le robot. Je pense que ce robot peut donner de bons résultats, il faut trouver les bons paramètres. Voilà. Donc l'objectif, c'était pas de présenter le robot, que j'ai présenté dans les vidéos précédentes, c'était plutôt de présenter le débugage d'un robot avec Visual Studio. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci de mettre des pouces verts sur ma vidéo, ça fait plaisir. Au revoir.